Sri Aurobindo nous guide à travers un processus logique pour reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que l'esprit, dont l'esprit est un travail inférieur. Le nettoyeur Upanishad se réfère à cela comme l'esprit de notre esprit. Sri Aurobindo explique que notre mentalité est composée de 3 éléments principaux, la pensée, la sensation et la volonté, qui tentent de saisir la vérité plus profonde des choses, d'en tirer le potentiel et d'en jouir. Cependant, ces tendances sont constamment limitées en raison du compromis entre l'esprit, la vie et la matière dans le corps humain. Il affirme qu'il existe un pouvoir plus grand que ces 3 éléments, l'esprit, la vie et le corps, et que ce pouvoir doit être invoqué pour que ces tendances puissent être pleinement réalisées. Ce pouvoir est la conscience de la vérité, qui voit directement la vérité, peut exprimer efficacement le potentiel de chaque chose et peut saisir et jouir de la qualité essentielle et délicieuse des choses. Sri Aurobindo soulève ensuite la question de savoir si cette conscience supérieure doit émerger ici et dans l'esprit, comme l'esprit a émergé dans la vie et la vie dans la matière. Il explique que cela peut sembler évident pour certains, mais que les perspectives traditionnelles védantiques et certaines doctrines religieuses ne voient pas de lien entre le monde matériel et le divin. Sri Aurobindo, quant à lui, insiste sur le fait qu'il existe une continuité de la conscience depuis le plus matériel jusqu'au plus spirituel, à la fois dans l'involution et dans l'évolution. Il diffère ainsi de la plupart des traditions religieuses qui considèrent l'esprit comme le sommet de la conscience. Il explique que cette résistance à reconnaître la continuité de la conscience est due à une vision de Dieu comme étant éloignée et inaccessible, nécessitant un intermédiaire. Cependant, Sri Aurobindo affirme que dans l'esprit, il existe une tendance, une aspiration et une nécessité profonde qui reflètent l'intention de la nature à révéler progressivement ce principe plus profond de conscience. Cette intention se manifeste dans notre esprit comme un désir constant de se tourner vers ces tendances qui appartiennent à ce principe plus profond. Il conclut en affirmant que cette intention est présente dans l'esprit, même si elle est obscure, et que cette obscurité est à l'origine de notre aspiration et de notre nécessité d'atteindre la connaissance parfaite. Sri Aurobindo souligne la tendance évolutive de la nature à passer d'une forme inférieure à une forme supérieure, de la matière à la vie, de la vie à l'esprit et enfin de l'esprit au supramental. Il explique que chaque étape de cette évolution implique déjà les tendances de l'étape suivante, mais celles-ci ne deviennent explicites que lorsque les conditions matérielles nécessaires sont réunies. Par exemple, la matière possède déjà des tendances vitales, mais la vie ne devient visible que lorsque ces tendances s'organisent suffisamment pour s'exprimer librement dans la matière. Ces tendances comprennent les vibrations, les actions et réactions, les attractions et les répulsions, les contractions et expansions, la formation, la croissance, la sensibilité, la réponse et la reproduction. Aurobindo suggère que l'enseignement conventionnel en biologie, qui sépare le vivant et le non-vivant, devrait plutôt souligner que la vie est présente dans la matière et lutte pour émerger, et expliquer les processus d'émergence et d'organisation de la vie. Il souligne également que ces tendances peuvent être observées et amplifiées en nous-mêmes, grâce à notre volonté libre, pour développer et perfectionner les capacités naturelles présentes en nous. Chaque partie, même à un niveau bactérien, peut se diviser en 2 entités complètes. Ce principe de division et de croissance est également observé dans des créatures plus spécialisées, qui nécessitent toutefois des mécanismes de reproduction plus spécifiques. La vibration est considérée comme la première expression de la vie dans la matière, car elle permet à celle-ci de se modifier et de osciller. Les changements doivent cependant revenir à leur état initial pour pouvoir se reproduire indéfiniment. Les organismes réagissent à leur environnement et interagissent avec lui grâce à des attractions et des répulsions. Ils sont attirés par ce qui soutient leur vie et évitent ce qui s'y oppose. Les mécanismes de contraction et d'expansion sont fondamentaux pour le mouvement, la respiration, la digestion et la croissance. La combinaison de différentes entités permet de créer de nouvelles propriétés et de former de nouvelles structures. Cela implique également une forme d'intelligence, car les organismes cherchent ce dont ils ont besoin et répondent intelligemment aux changements environnementaux. Toutes ces tendances sont observables dans la matière, même à un niveau atomique ou moléculaire, où les vibrations, les attractions et répulsions, ainsi que les contractions et expansions sont présentes. Ainsi, la vie et l'intelligence sont des propriétés intrinsèques de la matière. Dans ce texte, l'auteur parle de la pression, la résistance et la croissance qui se produisent à différents niveaux de la matière. Il explique comment la pression s'accumule dans le centre et entraîne une réaction en chaîne qui libère de l'énergie. Il souligne que le mouvement de contraction et d'expansion des molécules crée une expansion et une contraction similaire à celle de l'eau, ce qui permet la dissolution d'un grain de sel dans l'eau. L'auteur mentionne également la tendance des éléments à se combiner pour former des éléments plus complexes, que ce soit dans la formation de cristaux ou la recherche d'or dans la nature. Enfin, il discute de la capacité de la matière à se régénérer et à former de nouvelles substances, bien que cela soit souvent contesté par la science. L'auteur mentionne l'importance de l'environnement sur la croissance des cristaux et comment ils répondent à leur environnement. Dans cet extrait, l'auteur parle des expériences menées il y a plus de 100 ans sur la force vitale dans les objets matériels. Malgré l'absence de technologies sophistiquées à l'époque, ces expériences ont montré des similitudes dans la croissance des plantes et des cristaux. L'auteur mentionne également la capacité des molécules à se réparer avant de se rompre, tout comme les tissus musculaires dans les organismes vivants.
Il souligne que la force vitale est la même dans les organismes vivants et dans la matière dite inerte, mais que son principe de vie visible ne peut émerger que lorsque les conditions matérielles nécessaires sont réunies. L'auteur évoque également les sens dans les organismes vivants et explique que même si certains organismes ne possèdent pas d'organes sensoriels sophistiqués, ils ont tout de même les 5 sens de base. Il souligne ensuite que tout comme l'émergence de la vie, l'émergence de la conscience et de l'intelligence ne peut se produire que lorsque les conditions vitales nécessaires sont réunies. Enfin, il aborde les notions de sensation, de volonté et d'intelligence, en expliquant que même si les organismes les plus simples peuvent montrer des réponses aux stimuli extérieurs, ils ne possèdent pas une conscience ou une véritable intelligence au sens humain. Le texte décrit comment l'intelligence existe même à un niveau rudimentaire, comme chez les bactéries et les atomes. Il mentionne une expérience dans laquelle les bactéries ont montré une intelligence sophistiquée en modifiant leur structure génétique pour résister à un poison spécifique. Cela montre que même les formes de vie les plus simples peuvent avoir une forme d'intelligence. De plus, l'intelligence observée dans les atomes est considérée comme la base des lois physiques qui régissent notre univers. En outre, le texte suggère qu'il existe une intelligence supérieure qui guide secrètement la vie à travers un voile. Cette intelligence supérieure aurait une connaissance complète et pourrait agir sur les processus biologiques pour assurer la survie et la croissance. Cependant, ces idées sont critiquées par les scientifiques en raison de leur présomption que l'intelligence ne peut exister que chez des formes de vie plus évoluées. Il est proposé dans ce texte que la vie et l'intelligence sont des processus extrêmement complexes, observables à la fois au niveau cellulaire et humain. Les défis de l'exploration pharmaceutique et biochimique résidant principalement dans la compréhension de ces processus complexes. Bien que l'intelligence puisse être instinctive et subconsciente au niveau cellulaire, elle se développe également au niveau du cerveau humain, formant des réseaux neuronaux sophistiqués. Les cétacés, tels que les dauphins et les baleines, sont considérés comme des créatures intelligentes en raison de la taille de leur cerveau et de leur comportement. Il est suggéré qu'ils sont peut-être plus développés et conscients que les humains, c'est eux qui expliqueraient leur nature amicale. Une expérience avec un dauphin a montré qu'il pouvait maîtriser sa colère et refuser de répondre à des stimuli qui provoquaient auparavant une réaction de colère. Cela met en évidence le niveau de sophistication de leur intelligence. On soutient que la conscience supramentale existe déjà en potentiel dans l'esprit humain, et les 7 tendances indiquées, sympathie, unité, intuition, émergence de connaissances préexistantes, instinct, lumière et mouvement impératif, seraient le signe de son émergence. Ainsi, l'évolution vers une conscience supramentale est perçue comme une réalité, déjà présente dans le fonctionnement de notre esprit. Dans ces extraits, il est expliqué que le principe de super-esprit émerge lorsque les conditions mentales nécessaires sont préparées et permettent son organisation dans l'esprit humain. Les premières indications de ce principe sont observées dans notre capacité à ressentir une affinité et une identification avec d'autres esprits, permettant un échange direct d'états mentaux et d'intentions. Cela peut être observé, par exemple, chez les chiens qui anticipent l'arrivée de leur maître par un lien télépathique profond. Pour développer et éveiller ces facultés de super-esprit, il est nécessaire de calmer l'activité intellectuelle de l'esprit afin de permettre un accès direct à cette connexion plus profonde. Par exemple, lorsque nous ressentons quelque chose à travers la sympathie, cela modifie immédiatement notre processus de pensée logique et prend la forme d'une explication logique. Il est donc important d'observer et de soutenir ces tendances afin de les renforcer et de les séparer des tendances intellectuelles. L'orateur parle de 2 principes fondamentaux dans la communication et la transmission de connaissances, la sympathie et l'unité. La sympathie se produit lorsque nous établissons une connexion avec les pensées et les sentiments d'une autre personne et que nous en venons à comprendre ce qu'elle essaie de communiquer, même si elle n'utilise pas les bons mots pour le faire. C'est grâce à cette identification temporaire que nous pouvons vraiment comprendre l'autre personne. De même, lorsque nous lisons un livre, il arrive parfois que nous ne comprenions pas immédiatement une phrase complexe, mais si nous nous mettons dans un état de tranquillité et de réceptivité, la connaissance nécessaire émergera finalement et la phrase deviendra claire. Ces principes de sympathie et d'unité sont les fondements de la superconscience, où la communication et la transmission de connaissances se font directement, sans les interférences de l'esprit. L'orateur cite également l'exemple de la science, où les lois universelles de la matière sont basées sur la connaissance universelle qui se manifeste à travers chaque électron, et cette connaissance universelle est la superconscience. Il conclut en affirmant que la transformation de l'esprit, de la vie et de la matière se produit lorsque la superconscience peut pleinement influencer et façonner ces domaines selon sa volonté. Tate, nous avons examiné ces 2 idées pendant quelques minutes et nous avons particulièrement remarqué ces 2-là, mais nous avons également pensé à tout le reste.